Après 104 matchs, 6 semaines de compétition et une avalanche de moments aussi spectaculaires que controversés, le rideau est enfin tombé sur la Coupe du Monde 2026, organisée conjointement par le Canada, le Mexique et les États-Unis. Mais ce que peu de gens savent encore, c'est que cette édition n'était qu'un simple avant-goût de ce qui se prépare pour 2030. Une édition promise comme la plus démesurée de toute l'histoire du football. Avant de vous révéler l'ampleur réelle de ce projet, laissez-moi juste vous glisser une chose. Abonnez-vous, ça m'aide énormément à faire vivre cette chaîne et croyez-moi, la suite va vous laisser sans voix. Entre des décisions arbitrales pour le moins douteuses, une ingérence politique inédite dans l'histoire du football et une sélection allemande éliminée prématurément pour la 3e fois consécutive, cette Coupe du Monde a fait couler énormément d'encre. Mais ce sont surtout les prix des billets exorbitants et l'appétit apparemment insatiable du président de la FIFA, Gianni Infantino, qui ont cristallisé la colère des observateurs. Et le plus troublant dans tout cela, c'est que cette édition ne semble pas avoir suffi à Infantino. Car pendant même le déroulement de cette Coupe du Monde 2026, le dirigeant le plus puissant du football mondial a annoncé que l'édition 2030 serait encore plus extrême, à tous les niveaux imaginables. Commençons par ce qui est déjà officiellement acté. Depuis le 11 décembre 2024, la FIFA a confirmé que la Coupe du Monde 2030 se déroulerait en Espagne, au Portugal et au Maroc. Une combinaison de pays qui fait sens tant sur le plan géographique que culturel, tous trois portés par une passion footballistique intense. Mais voici où l'histoire prend un tournant inattendu. Pour célébrer le 100e anniversaire de la compétition, certains matchs se joueront également en Amérique du Sud, précisément en Uruguay, en Argentine et au Paraguay. Cette édition 2030 deviendra ainsi la toute première Coupe du Monde de l'histoire, à se dérouler simultanément sur 3 continents. Et ce choix n'a absolument rien d'un hasard. Derrière cette répartition tricontinentale se cache une stratégie soigneusement calculée, sur laquelle nous reviendrons dans un instant. Mais ce n'est pas le plus fou. Parlons des stades, car ils ont de quoi impressionner. Le tout premier match de la compétition devrait se jouer dans le mythique Estadio Centenario de Montevideo, en Uruguay, le stade même où fut inaugurée la toute première Coupe du Monde en 1930. Pour l'occasion, cette enceinte historique recevra une toiture partielle et des travaux de rénovation dépassant les 100 millions d'euros, uniquement pour accueillir un seul match. En Argentine, certaines rencontres se dérouleront dans l'Estadio Monumental, l'un des plus grands stades du monde avec ses 100 000 places, lui aussi soumis à un chantier de rénovation étalé sur 3 ans pour un budget avoisinant les 100 millions d'euros. Mais le Paraguay va encore plus loin, puisque le pays prévoit de construire un stade entièrement neuf dans sa capitale, Asunción. Face à l'ampleur de ces investissements sud-américains pour seulement une poignée de matchs, de nombreuses voix critiques dénoncent une démesure totalement injustifiée. Et pourtant, l'Amérique du Sud n'est pas la seule concernée par ces dépenses colossales. Le Maroc, l'Espagne et le Portugal prévoient eux aussi des investissements considérables, entre rénovation et construction neuve. L'Espagne, à elle seule, accueillera pas moins de 12 stades, parmi lesquels des temples mythiques du football, comme le Camp Nou de Barcelone ou le Santiago Bernabéu de Madrid, qui devrait d'ailleurs accueillir la finale, selon plusieurs médias espagnols. Fait surprenant, les stades espagnols ne se limitent pas au continent. L'Estadio de Gran Canaria, situé à Las Palmas, sur l'archipel des Canaries, fait également partie des sites retenus. Au total, l'Espagne devrait dépenser plus d'1 milliard d'euros pour l'ensemble de ces travaux. Le Maroc, de son côté, mettra à disposition 6 stades supplémentaires et le Portugal, 3 autres. En additionnant le tout, la Coupe du Monde 2030 comptera 24 stades différents, un record absolu, davantage même que lors de l'édition 2026, qui n'en comptait que 16. Et c'est précisément là que le plan le plus audacieux d'Infantino entre en jeu. En juillet dernier, le président de la FIFA a dévoilé pour la première fois une idée absolument gigantesque pour 2030. Au lieu du format élargi à 48 équipes utilisé cette année, il propose de faire passer le nombre de participants directement à 64 nations. Infantino veut donc encore en rajouter, et les conséquences d'un tel bouleversement seraient aussi vastes que controversées. Cela signifierait d'abord davantage de matchs, 128 exactement, soit presque autant que l'intégralité d'une phase allée de Bundesliga. Le tournoi s'étendrait également sur une durée bien plus longue, les analystes évoquant 2 à 2 mois et demi de compétition. Conséquence directe, les sélections nationales bénéficieraient souvent de plus d'une semaine de repos entre 2 matchs. De nombreux critiques accusent d'ailleurs Infantino de pure démesure,
craignant qu'une telle inflation du nombre de rencontres ne rende finalement la compétition moins intéressante. Mais attendez, car cette idée a aussi ses défenseurs. Avec 64 participants, le format du tournoi changerait radicalement. 16 groupes de 4 équipes, dont les 2 premiers de chaque poule, se qualifieraient, ce qui éliminerait les règles confuses des meilleurs troisièmes qui ont caractérisé cette édition 2026. De plus, cette dernière Coupe du Monde a démontré que le niveau footballistique global ne baissait quasiment pas avec l'augmentation du nombre de participants. Bien au contraire, de nombreuses petites nations ont enthousiasmé le public avec un football de haut niveau, prouvant qu'elles pouvaient rivaliser avec les grandes puissances traditionnelles, d'autant que cette édition s'est déroulée sans certaines équipes solides comme le Danemark, le Nigeria, l'Ukraine ou même l'Italie, pourtant 15e au classement mondial de la FIFA. Et c'est là que tout bascule vraiment, car ces arguments sportifs ne sont probablement pas la véritable motivation de Gianni Infantino. 2 autres avantages semblent bien plus déterminants à ses yeux. D'abord, 8 des 10 pays les plus peuplés du monde ne participent actuellement pas à la Coupe du Monde, alors que ces nations représenteraient une audience et des revenus absolument considérables pour la FIFA. Si des pays comme la Chine, l'Inde ou l'Indonésie venaient à participer, ce seraient des centaines de millions de nouveaux téléspectateurs qui s'ajouteraient. Le second avantage concerne directement sa propre réélection, puisqu'Infantino compte se représenter en 2027 pour rester président de la FIFA jusqu'en 2031. Pour cela, il a besoin du plus grand nombre de voix possible, sachant que chaque fédération nationale dispose d'une seule voix selon le système électoral de la FIFA, peu importe la taille du pays ou son poids sportif réel. En proposant d'élargir la compétition à 64 nations, Infantino s'assure vraisemblablement le soutien de nombreuses petites fédérations, verrouillant ainsi sa réélection. Ce système électoral fait d'ailleurs l'objet de critiques récurrentes depuis des années, tant il semble absurde qu'une voix venue d'un pays comme Fidji, avec moins d'1 million d'habitants et un poids footballistique marginal, pèse exactement autant qu'une voix française, anglaise ou allemande, des nations comptant des dizaines de millions d'habitants et une culture footballistique intense. Mais Infantino n'a pas seulement exploité intelligemment le système électoral de la FIFA. Il a également, selon de nombreux observateurs, manipulé le processus d'attribution des compétitions. Pour comprendre comment, il faut se pencher sur l'attribution de la Coupe du Monde 2034 accordée à l'Arabie Saoudite, un dossier marqué par 3 éléments pour le moins troublants. Premièrement, l'attribution simultanée. La FIFA avait pourtant décidé en 2015 de désigner l'organisateur de chaque édition séparément et individuellement. Mais Infantino est revenu sur cette décision pour les éditions 2030 et 2034, permettant ainsi d'attribuer la Coupe du Monde 2034 presque discrètement, en même temps que celle de 2030. Deuxièmement, le choix des pays hôtes de 2030 n'a probablement rien du hasard. Le règlement d'attribution de la FIFA contient en effet une règle de rotation continentale, empêchant un même continent d'accueillir 2 éditions consécutives. Une règle en soi tout à fait légitime, mais qui, dans ce contexte précis, a créé une situation particulièrement stratégique. Puisque l'édition 2030 implique déjà l'Europe, l'Afrique et l'Amérique du Sud comme continents organisateurs, même si l'Amérique du Sud n'accueillera qu'une poignée de matchs, il devenait évident dès le départ que l'organisateur de 2034 devrait obligatoirement venir d'Asie ou d'Océanie. Or, à ce moment précis, seul un pays asiatique s'était activement porté candidat pour organiser cette édition 2034, l'Arabie Saoudite. Son seul concurrent réaliste à l'époque était l'Australie. Et c'est ici qu'intervient le 3e élément troublant de cette attribution. Le 4 octobre 2023, la FIFA a soudainement annoncé que tous les pays souhaitant candidater pour 2034 devaient soumettre une déclaration d'intention contraignante avant le 31 octobre 2023, soit un délai de moins de 4 semaines. Or, prendre une décision aussi lourde de conséquences que de candidater pour organiser une Coupe du Monde en si peu de temps est pratiquement impossible, tant les considérations logistiques, économiques et infrastructurelles à évaluer en amont sont nombreuses. L'Australie a donc renoncé, laissant l'Arabie Saoudite seule, candidate en lice. De nombreux observateurs ont alors accusé la FIFA et Infantino d'avoir discrètement ouvert la voie à une attribution sans aucune concurrence pour l'Arabie Saoudite. Certains vont même plus loin, soulignant que ce n'est peut-être pas un hasard si Saudi Aramco, le géant pétrolier détenu par l'État saoudien et la famille royale, est devenu depuis 2024 le sponsor principal de la FIFA elle-même.
Comme vous pouvez le constater, la Coupe du Monde 2030 et celle de 2034 suscitent déjà énormément de critiques. Et nous n'avons même pas encore évoqué les violations des droits humains en Arabie Saoudite, ni les préoccupations environnementales entourant l'édition 2034. Mais nous ne voulions pas non plus terminer cette vidéo sur une note uniquement négative, car malgré toutes ces controverses, des millions de fans de football à travers le monde attendent déjà cette Coupe du Monde XXL avec impatience. Elle s'annonce comme un événement historique chargé de tradition et promet un spectacle sportif absolument colossal. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette expansion démesurée à 64 équipes, si l'attribution à l'Arabie Saoudite vous pose également question, et si ce genre de coulisses du football mondial vous fascine autant que moi. Une autre vidéo sur les secrets les mieux gardés de la FIFA vous attend juste après celle-ci.